Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une balade pas comme les autres, au cœur d'un lieu emblématique de Bordeaux, Darwin Écosystème. Si vous êtes déjà passé par la rive droite, vous avez sûrement ressenti cette énergie unique qui anime cet ancien site militaire transformé en véritable laboratoire d'expérimentation. Ici, coworking, ferme urbaine, skatepark, commerce responsable et bien d'autres initiatives cohabitent dans une joyeuse effervescence. Mais Darwin, ce n'est pas juste un décor cool ou un repère de bonnes idées, c'est une vision, une envie de faire autrement et surtout une aventure humaine qui se construit jour après jour. Pour mieux comprendre ce qui fait vibrer ce lieu, j'ai eu la chance de me promener avec Claire Cibois, qui m'a raconté comment toutes ces activités trouvent leur équilibre et leur sens collectif. On reviendra aussi sur les débuts un peu fous du projet, porté par Philippe Barre, son fondateur. Et bien sûr, impossible de parler de Darwin sans évoquer le festival Climax, qui chaque année nous invite à pousser la réflexion un cran plus loin. Cette année, ça sera autour de la démocratie. Bref, une conversation à ciel ouvert entre engagement, défi et inspiration. Allez, suivez-moi, c'est parti. On est à Darwin. Darwin Écosystème, c'est une ancienne caserne militaire qui a opéré de 1850 à 2004. Après, c'est un lieu qui a été un haut lieu de prostitution, de vente de drogue, un lieu un peu squatté par... Un quartier sympathique, un quartier sympa. Vivant. Il faut savoir qu'avant, on était sur un lieu qui, historiquement, n'était même pas Bordeaux, en fait, ici. Ici, c'était Senon, et c'était des vignobles, pas des grands crus comme on connaît dans le Bordelais. Et donc, c'était un quartier qui, depuis le début, très, très populaire. Que 2004, fin des activités militaires, et donc squattage de partout, par des assos, par des choses très, très bien, et puis d'autres, évidemment, un petit peu moins bien, comme je disais tout à l'heure, sur la prostitution et autres. Le projet est venu donc de Philippe Barre, qui est l'un des 4 fondateurs, qui recherchait un lieu de coopération entre à la fois des entreprises, des associations. Il cherchait un lieu où il pourrait créer du lien et de la coopération entre différentes activités. Et donc cet espace-là était voué à être détruit, puisque le permis de démolition était signé, tout était acté pour que ce soit détruit et que ce soit remplacé par tous les immeubles que tu vois tout autour de la caserne. On aurait perdu ce patrimoine, qui est une belle bâtisse. C'est superbe. C'est une très belle bâtisse, donc qui était vouée à être démolie. À l'époque, Alain Juppé participait à la ville culturelle de 2013. Il avait pour projet de présenter Bordeaux pour tenter de remporter ce prix. Bordeaux n'a pas eu le prix de la vie culturelle, mais il a quand même souhaité porter le projet et il a aidé et contribué à faire annuler le permis de démolition. Et ça a permis à Philippe Barre et à ses associés de pouvoir créer ce lieu. On dit que c'est un écosystème parce qu'en fait, on vit tous les uns avec les autres. On a à la fois des entreprises, donc on a une centaine d'entreprises aujourd'hui qui sont implantées ici. Quel type d'entreprise ? Tout type d'entreprise, je dirais. On a des petites entreprises, la moyenne c'est entre 4 et 10 personnes. Puis on a des plus grosses structures qui font 35 employés à peu près.
Et on a aussi pas mal d'entrepreneurs qui viennent s'installer ici pour développer leur entreprise et qui sont sensibles à l'écologie, à la RSE, à l'économie sociale et solidaire. Donc il y a quand même des valeurs communes. Il y a quand même des valeurs communes, soit au niveau de l'entrepreneuriat, soit au niveau des personnes qui viennent s'implanter ici. On a aussi des personnes qui sont ce que j'appelle des travailleurs détachés. Les entreprises sont en dehors de Bordeaux, ils en ont marre de travailler dans leur cuisine et donc du coup ils viennent s'installer pour travailler un petit peu ici de temps en temps. Et là, c'est pas forcément leur entreprise qui partage les valeurs de Darwin, mais eux en tant qu'individus qui partagent ces valeurs et qui viennent s'installer ici. Alors Philippe Barre, avant de lancer Darwin, c'était déjà quelqu'un impliqué dans l'écologie? Alors, exactement. En fait, il a eu des projets depuis qu'il est adolescent. Il a plein de projets autour de l'écologie, autour du skate aussi. Et donc, il était directeur artistique. Et il avait envie de créer un lieu où l'écologie était au cœur, en fait. Enfin, une activité où l'écologie était au cœur et c'était pas juste un moyen, en fait. C'était vraiment une fin en soi et une sorte de leitmotiv, un fil rouge conducteur qu'on aurait dès la restauration des bâtiments jusqu'à l'opérationnel et ensuite dans les actions qui sont menées. J'ai lu dans un magazine qu'il a créé une des premières agences de marketing dans le Inexia. développement durable. Ouais. Vraiment, ça fait partie de son ADN. Ça fait partie de son ADN, oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était donc de recréer un lieu qui pouvait à la fois accueillir donc des entreprises, des associations. On a ici sur la gauche un lycée que tu vois là. Et ce lycée, c'est un lycée avec parrainé ou dirigé parrainé par Edgar Morin, oui c'est ça. Ouais. Ouais. Un monsieur passionnant Ouais, qui vient régulièrement à Darwin aussi pour certains de nos événements. Alors Monsieur Morin vieillit, mais c'est toujours un vrai plaisir de l'accueillir et de l'écouter parce qu'il a une façon de voir le monde qui est très inspirante. Si je m'arrête 2 secondes sur le lycée, c'est un très joli projet qui est porté donc par Nathalie Bois et qui accueille donc aujourd'hui 45 élèves, donc de la seconde à la terminale. Dans ces élèves, on a des élèves qui ont des parcours tous différents, parfois des situations d'échec scolaire et qui en fait à la fin de leur séjour au lycée partent avec le bac puisqu'on a 100% de réussite au bac là sur ces dernières années. Donc c'est vraiment chouette de voir qu'à partir du moment où les élèves sont plus impliqués et qu'on a un programme beaucoup plus participatif, les élèves se l'approprient, réussissent et s'investissent beaucoup plus. C'est comme une école de la deuxième chance. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah. Là, je vois Darwin Skateboarding Revolution. Oui, ça ce sont donc des tétrodons. Les tétrodons, ce sont d'anciens mobil-homes qui étaient au VVF du Cap Ferré dans les années 70. C'était très populaire à l'époque, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, à l'époque c'était assez moderne. On va passer par ici. Je te suis. C'était assez moderne. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas la climatisation forcément, donc c'est plus trop d'actualité on va dire. On en a récupéré une 60aine qui sont ici sur site. Certains d'entre eux, on les a réhabilités, transformés, on a apporté l'eau. On héberge une dizaine de familles ici, une quinzaine de familles même, sur le site. Donc, qui sont des personnes qui sont un peu entre deux, qui étaient à la rue et qu'on accueille et qu'on accompagne. Alors, on fait du soutien psychologique, du soutien administratif, du soutien scolaire. On les aide aussi à trouver un travail, à se réinsérer, à avoir une deuxième chance aussi. On accompagne ces familles essentiellement sur nos fonds propres, parce qu'on a très très peu d'aide en général. Par exemple, on reverse 10% du chiffre d'affaires qu'on réalise ici pour Darwin Solidarité. Ça nous permet de financer toutes nos activités. Donc Darwin, il y a un fort engagement social. Ouais. Vers les plus défavorisés, mais pas que. Mais pas que, non. S'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. On veut que ce lieu soit inclusif. Et quand je dis inclusif, c'est vraiment inclusif. C'est-à-dire qu'on a à la fois des personnes âgées, on a des très jeunes, on a des familles, on a des personnes, donc on a des touristes. Pas de distinction de genre, de religion, d'âge, voilà. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver ici et se sente bien. Tu viens d'un univers proche du mien. Toi, tu travaillais pour Six Sense. Moi, je travaillais pour Banyan Tree. Tu es là depuis 3 ans. Il y a quand même un sacré changement. Ouais. C'est un autre luxe. C'est un autre luxe, mais en même temps, moi, ce qui m'a plu chez Six Sense, c'était l'engagement. C'est ce qui me plaisait. Et pour tous les hôtels pour lesquels j'ai pu travailler ou j'ai pu représenter, c'était leur engagement, c'était l'expérience. C'est ça qui m'importait. Quand j'ai postulé, parce que c'est moi qui ai voulu travailler à Darwin, j'avais envie de cette expérience, j'avais envie de quelque chose qui allait au fond des choses, qui allait jusqu'au bout. C'est pour ça que Darwin m'a parlé. Je t'emmène par là, c'est la ferme. Vas-y, je te suis. Et donc, tu t'occupes de tout l'aspect commercial et événementiel pour Darwin. Exactement.
Quand on voit les différentes activités qu'il y a au sein de Darwin, la commercialisation, en cohérence avec les valeurs et l'ADN de Darwin écosystème, ça doit être quand même un sacré défi, non? La commercialisation, elle est multiple. On a effectivement Darwin tel que tu le vois, tel que tu le visites. Et puis on a différents espaces parce que entre le magasin général où on a pris un café tout à l'heure et la Belle Saison qui est notre restaurant bistronomique, on a différents mondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec différents types de clients. On travaille avec, je peux recevoir des associations qui ont besoin d'un lieu pour parler d'un sujet qui est pas forcément très facile, avec très peu de moyens. Comme je peux avoir de très belles marques de champagne qui viennent faire un événement et qui cherchent un superbe lieu avec une belle vue sur la Garonne et sur Bordeaux. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, c'est l'adaptabilité dans la commercialisation. Ce qui est chouette, c'est ça. C'est d'échanger avec les gens, de s'adapter, voilà. Et c'est le maître mot ici, l'adaptabilité. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Darwin. En référence à Charles Darwin et à l'adaptabilité des espèces. Alors là, tu m'emmènes dans la ferme Niel. Dis-moi ça un peu plus. Donc ça, c'est une ferme. Donc l'idée de ce lieu, c'est de montrer qu'on peut faire une ville un peu autrement. Plutôt que de construire en hauteur, d'intensifier la construction, on intensifie plutôt les usages ici. C'est-à-dire qu'on a un même lieu et que dans ce même lieu, on peut faire différentes choses. Tous les lieux sont modulables. Donc on peut les transformer. Bon alors là on est sur une ferme, on reste sur une ferme évidemment, mais voilà, on peut à la fois avoir une petite ferme à côté d'un parking et à côté d'habitation. Ça donne ce qu'on a là. On a à la fois des cultures, on a beaucoup donc d'herbes, de fruits, de légumes. On a pas mal de choses ici et ça sert à la fois pour les bénévoles de l'association qui gère la ferme Niel et ça sert aussi pour notre école de cuisine. Oui, notre parce école que de vous avez cuisine. une école de cuisine aussi. Oui, on a intégré la source, donc qui n'a pas été créée à Darwin, elle a été créée à la Cité Fertile à Pantin. Et dans leur envie de se développer, ils ont forcément, ça a très très vite matché avec Darwin. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire de la cuisine différemment, avec un peu moins de hiérarchie dans la brigade, comme on appelle ça, et avec plus de végétal dans l'assiette. Et cette école est dédiée à qui? À des jeunes, à des personnes qui veulent se reconvertir? Exactement, c'est beaucoup des personnes qui veulent se reconvertir. Déjà parce que c'est une école qui est payante, contrairement à un BTS cuisine ou un CAP cuisine, financé par les OPCO et tous les organismes de formation. J'adore sentir la verveine. On a de la verveine citronnée, là on n'en a plus, mais ouais. C'est chouette, c'est chouette. Et on est au milieu de Bordeaux. Et on est en plein milieu de Bordeaux, donc ça donne un petit côté un peu campagne. On a aussi des oies et on a des poules. Alors, les œufs des poules vont au restaurant? Non, ils vont pas au restaurant, ils vont au village et aux personnes de l'association. D'accord. Et le potager va à qui? Le potager, il va aux personnes de l'association et à l'école de cuisine. Ok. On a même la petite cloche. Ah, il manque plus que la vache. Merci de ne pas nourrir les oies. Ah oui, non. Non. Elles sont gentilles, mais il faut pas trop les embêter quand même. Ouais. Là, on va dans le fond. Donc ici, on n'est plus propriétaire de cette partie-là. On a un commodat avec la mairie. Donc c'est un accord renouvelé régulièrement qui nous permet d'exploiter cet espace-là pour les associations uniquement. Donc ici, on n'a pas du tout d'activité commerciale. On laisse effectivement une partie du village ici. Tu vas voir la partie pépinière. Et donc comme je t'expliquais tout à l'heure, on travaillait avec Oxao qui récupère des graines anciennes, qui les a fait germer après les incendies qu'il y avait eu il y a 2 ans. Dans les Landes? Dans les Landes. Et donc ils les récupèrent, ils en ont fait donc ils les ont fait germer, ils en ont fait des plants. Et là, le but, c'est de travailler avec des collectivités pour pouvoir les réimplanter. Ce sont que des espèces endémiques de la région. Donc toujours, il y a une cause forte qui est de s'occuper de la santé des hommes et de la planète. Oui. Ah. Ouais. Et toi, dans ton boulot, toutes ces activités, tous ces engagements, quel impact ça a sur toi, humainement? Ça fait réfléchir à plein de choses. Ça fait réfléchir à notre consommation, à pourquoi on le fait. Ça fait prendre des positions aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Darwin au départ en se disant «
Je viens parce que c'est un peu à la mode, parce que c'est un peu joli, parce que c'est un peu... Voilà. Et finalement, je pense que quand on repart de Darwin, et c'est un peu mon objectif quand je vois un séminaire ici, c'est de se dire qu'on n'est pas juste venu parce que c'est sympa d'être à Darwin et parce que ça fait bien, mais on repart en se disant, on peut peut-être changer 2-3 choses aussi après cet événement-là. C'est un peu ça au quotidien, en fait, ici. Et ce côté écologique, cette sensibilité écologique que tu as, elle a toujours existé? Chez moi, non. Non, elle n'a pas toujours existé. J'ai fait partie de ce monde du tourisme où on prenait l'avion très très souvent, où on partait en week-end aux Seychelles. Donc non, clairement, elle a pas toujours été là. Elle s'est pas mal développée, on va dire, ces 10 dernières années. Très vite, Six and Six, ça faisait partie des chaînes hôtelières qui me faisaient rêver parce que on restait sur du très haut de gamme, sur du luxe, tout en ayant cette conscience de l'écologie, tout en ayant cette conscience de l'environnement. Tous les hôtels pour lesquels j'ai travaillé après, par la suite, c'était ça. Et donc moi, à titre personnel, je faisais déjà beaucoup de choses. Je fabriquais mes propres produits ménagers, je faisais du tri, j'achetais en vrac, j'achetais local. J'ai réduit ma consommation de viande il y a une dizaine d'années. Je suis passée végétarienne il y a 6-7 ans. Donc j'avais déjà cette conscience-là avant d'arriver à Darwin. Et j'avais besoin, c'est un peu la crise de la quarantaine, c'est de se dire, ok, j'ai envie de travailler pour quelque chose dans lequel je me sente alignée. C'est bien beau de vendre des villas à 1 500 € à l'autre bout de la terre et de se dire qu'une fois arrivé là-bas, on travaille avec des locaux, on va manger bio, etc. Mais en attendant, il faut y aller dans ces villes-là. Est-ce que je peux pas finalement faire quelque chose ici, promouvoir quelque chose ici et puis agir à côté de chez moi? Tu es bordelaise? Mes grands-parents, mais moi non. Tu as des enfants? J'ai un enfant, oui. Et lui, tu lui transmets ce que tu vis à travers Darwin? Oui. Et comment il réagit? Bon, il adore déjà ce site, il l'aime beaucoup. Puis là, il y a pas très longtemps, il m'a dit qu'il avait envie d'arrêter de manger de la viande, par exemple. J'oriente pas, je veux pas orienter. Il a quel âge? Il a 6 ans. Ah, dis donc. Mais après, toutes les lectures, on a une librairie sur site qui est incroyable, qui est très engagée sur des sujets sociétaux, sur de l'écologie, etc. Ils ont un rayon jeunesse qui est formidable. J'achète tous mes livres pour lui là-bas, donc forcément, il est nourri à la lecture d'ici. Donc voilà. Et quand je t'écoute, tu montres bien quand même que le tourisme a des vertus pédagogiques pour transformer les mentalités et ouvrir les esprits. Bien sûr. Et tu vois, je me dis que Darwin, oui, ce n'est pas un projet touristique. Il offre un voyage personnel. C'est une autre forme de tourisme, un voyage intérieur, et qui nous aide non seulement à prendre conscience, mais aussi à toucher du doigt, ou même carrément à mettre les mains dans la terre, à fond, pour se dire, attends, je peux contribuer à quelque chose, je peux participer, je peux agir. Ouais. Et c'est d'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça, parce que c'était pas du tout un lieu qui était prévu pour accueillir les touristes. Pour rappel, l'idée c'était vraiment de créer un lieu pour des gens qui venaient travailler, s'engager, faire du sport, etc. Pas du tout un lieu pour les touristes. Et en fait, aujourd'hui, c'est le 2e ou le 3e lieu le plus visité de Bordeaux. On a un peu plus d'1 million de visiteurs par an qui viennent, grâce à Darwin, entre autres. Bordeaux a gagné le prix de la Smart City il y a 2 ans, parce que du coup, c'était un des lieux qui effectivement donnait à réfléchir. Et on est ravis d'accueillir des touristes ici aussi et de leur montrer qu'on peut faire, comme dit souvent Philippe, mieux avec moins. C'est marrant ce que tu dis, un lieu, une destination qui invite à réfléchir. Tu sais, quand on s'était parlé la première fois, je t'avais parlé du tourisme réflexif. Tout à fait. Avec ce concept développé au Camp des Milles à Aix-en-Provence. Et Rémi Nafou, qui est à l'origine de ce projet, je pense serait très heureux de venir ici et de découvrir ce que vous faites et de voir comment les choses s'adaptent et évoluent. C'est cool. Mais puis moi, je serais ravie d'y aller parce que du coup, je me suis renseignée un petit peu. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Bien sûr, j'ai regardé. Mais là, je dois emmener une classe d'étudiants en tourisme master. Ok. Non, mais je trouve ça génial de montrer qu'on peut, de partager ces expériences-là. Parce que l'idée, c'est pas on est tous perfectibles et nous, à Darwin, pareil, parce qu'on fait pas toujours bien. Ce qui est intéressant, c'est que on a voulu mesurer, en fait. Depuis le début, c'est vraiment une volonté. Donc, on a une métrologie interne qui nous permet de savoir exactement combien on a consommé, où, pourquoi, ce qu'on a pu recycler, combien on a recyclé, et puis de faire des comparatifs avec les années précédentes. Donc on a pu voir que sur les 2 dernières années, on a été un peu moins bon sur le recyclage, par exemple. Pas forcément nous en interne, mais le site en soi. Et donc du coup, ça nous fait
constamment se poser des questions et se dire ok, bon bah là il y a peut-être d'autres choses à faire. Comment est-ce qu'on peut inciter un peu plus les gens à recycler? Voilà, l'idée n'étant pas de leur imposer les choses, mais de leur montrer qu'on arrive à faire des choses facilement, tout en vivant très confortablement. On a le chauffage l'hiver, on n'a pas froid. L'été on n'a pas de clim, donc il y a des jours où il fait un petit peu chaud, mais ça reste pour l'instant très confortable. Et puis on essaie de faire en sorte de trouver des parades en fait pour que ça reste vivable pour tous et toutes. Alors pourquoi le recyclage a diminué? Est-ce que c'est les attitudes, les comportements des gens, ou est-ce que parce que les gens achètent moins d'emballage ou moins de produits emballés? C'est l'attitude des gens qui a un petit peu évolué à un moment donné. Donc on s'est posé la question, on s'est remis en question en se disant bon, est-ce que les poubelles sont moins visibles? Est-ce que c'est plus difficile pour eux de le comprendre? Est-ce qu'on a accueilli une nouvelle clientèle? Par exemple, les choses n'étaient pas forcément traduites dans notre langue. Ah. Donc ça, quand on accueille des touristes, c'est parfois difficile. Donc voilà, on s'est reposé des questions, puis on va faire en sorte de faire mieux les années prochaines. Donc c'est toujours work in progress. Tout à fait. C'est un lieu de toute façon qui se veut modulable et qui va évoluer au cours des 10 prochaines années. Tu m'as dit que tu étais venu il y a quelques années. Ouais. Ça a dû beaucoup changer. Et moi, en 3 ans, je vois aussi beaucoup d'évolution sur le site. Alors, le bruit qu'on entend là, c'est qu'il y a aussi des artisans qui travaillent. Tout à fait. On fait tout nous-mêmes ici. Je te parlais tout à l'heure de la rénovation du bâtiment qu'on a voulu la plus écologique possible. Donc on a récupéré par exemple tout le bois de charpente des bâtiments, on les a transformés, on en a fait des bancs, des tables, des bars, etc. Là on est à côté du skatepark. Donc je dis les gars parce que c'est vraiment les gars qui sont à l'atelier, mais voilà, les gars du skatepark retapent tout eux-mêmes. Tous les modules sont faits par eux-mêmes. Et ils récupèrent des modules dans d'autres skateparks qui démolissent. Donc on a récupéré des modules dans un skatepark à Lyon, là par exemple. Ils récupèrent chaque vis, chaque planche de bois, chaque morceau pour être réemployé derrière. Donc vraiment, il y a énormément de réemploi ici. C'est valable au skatepark, mais c'est aussi valable dans les ateliers qu'on va aller voir après. Ok. La dernière fois que j'étais venu, il y avait des gens qui réparaient des vieilles motos, il y avait des gens qui réparaient des vélos. Tout à fait. Il y a beaucoup de réparations. Oui. On est beaucoup dans la réparation. Tu veux regarder le skatepark un petit peu? Alors moi, je suis pas un skateboarder, mais c'est un truc de pro. Ouais, c'est un des plus grands skate clubs de France. Wow. Donc, et l'avantage, c'est qu'on est indoor. Donc, pour les Bordelais, c'est pas mal parce que comme il pleut, voilà. Ouais. Et on parlait de l'inclusivité tout à l'heure. Oui. Le skatepark propose des cours de skate pour les enfants, pour les bébés, pour les personnes à mobilité réduite et aussi des sessions de skate sans distinction de genre pour que chacun et surtout chacune puisse se sentir à l'aise de pratiquer. Parce que comme tout sport urbain, c'est quand même assez dominé par les hommes et donc on peut avoir des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans cette démonstration-là et donc du coup on leur réserve une session plus inclusive. Et ça, c'est aussi décliné dans le personnel. Tu me disais, en saison, vous êtes 100 salariés, ouais. Hors saison, 60. Et là aussi, il y a le côté inclusivité. Tout à fait, oui. On l'a vu tout à l'heure quand on a bu un café. Il y avait une demoiselle très sympathique, très vivante. Ça fait partie vraiment de l'ADN. Non seulement vous en parlez, mais vous l'incarnez aussi. Ouais, tout à fait. On recrute des personnes, plein d'origines différentes, plein de religions différentes, de genres différents. On fait en sorte que tout le monde se sente bien et dans les visiteurs et aussi dans le personnel. Voilà, même on a des personnes du village aussi qui travaillent avec nous et c'est génial de se mélanger. Là, on est en pleine période du Ramadan. Voilà, c'est des moments qui sont sympas. Ouais. Un truc que je trouve sympa aussi, c'est qu'il y a cette caserne et on voit que extérieurement le bâtiment a été rénové. Et malgré tout, dans tout le reste, il y a le côté culturel, artistique qui est mis en avant avec des dessins de différents genres qui sont assez sympathiques. Ça aussi, l'art, c'est important, la culture. Ah oui, ouais, bien sûr. Ça fait partie aussi de l'ADN de Philippe. Lui, c'était vraiment son monde. Et on a Tristan Barroso qui est notre directeur artistique ici sur site. Et donc effectivement, l'art fait partie intégrante. Tu vas voir qu'on a aussi une petite galerie d'art où on a des photographes en ce moment qui exposent des photos de voyage. Mais on peut avoir des sessions plus engagées. On va avoir une exposition là au mois de juin qui est parrainée par Heinrich Böll et qui sera sur des réfugiés queer.
Donc on a quelques belles expos comme ça de temps en temps. On en avait une aussi puisqu'on participe au mois de la collecte numérique avec Bordeaux Métropole. Et donc on avait toute une exposition sur la BD Ressources qui effectivement montre à quel point on vient piocher dans les réserves de la Terre pour nos besoins numériques personnels. Donc au-delà de l'engagement environnemental, social, culturel, il y a aussi un engagement politique au sens noble du terme. C'est d'ailleurs la thématique de notre prochain Climax. Puisque Climax, donc c'est notre festival que l'on organise du 10 au 14 septembre cette année et qui vient mettre en avant des sujets de société à travers des conférences, des performances, des concerts. Et donc cette année, la thématique, c'est démocratie alerte. On se retrouve justement sur le lieu avec Paul Watson, Ouais. Lamia Semlali, qui d'autre? Le cacique Raoni, Ouais. qui s'est battu pour défendre ses terres en Amazonie et qui, avec nous, a porté un plaidoyer contre Bolsonaro au moment où il brûlait des hectares entiers de forêt en Amazonie. Et à côté, on a Moustapha Dieng qui a créé un collectif de pêcheurs dans la région de Saint-Louis au Sénégal pour alerter le monde sur l'appauvrissement des mers au Sénégal aujourd'hui. Tout ce collectif de pêcheurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur pêche parce qu'ils n'ont plus de poissons à pêcher. Donc si la photo de ces personnes est là, c'est parce qu'ils ont participé à Climax. Tout à fait, ouais. Exactement, il y a 2 ans. Standing for Peace, important. Bah oui, important, surtout en ce moment. Ouais, hein. Alors tous les ans, on adapte thématique de Climax en fonction de l'actualité aussi, et, évidemment. Mais c'est un message fort que l'on a depuis toujours. La démocratie, elle est en danger. Elle est en danger, oui. Ah bah oui. Donc Elle est en qui va danger intervenir? loin et près de chez nous. Alors le programme n'est pas défini. Et donc Climax, ça dure sur 4 jours? Oui, 5 jours. 5 jours. Ouais. Et comment ça se déroule? C'est conférence après conférence ou il y a des ateliers? Il y a plusieurs choses. Il y a donc des moments effectivement de conférences. Il y a des moments d'ateliers avec un village d'activistes. Donc on a un village avec une quarantaine ou une cinquantaine d'associations qui proposent des ateliers tout au long du week-end. Le vendredi en général, c'est plutôt réservé aux enfants et aux scolaires. Donc on travaille en partenariat avec des écoles. On parlait tout à l'heure du fait que les enfants étaient les messagers de demain un peu. Donc c'est un peu l'idée. Et puis on a le lycée aussi ici sur site qui commence sa rentrée tout de suite en parlant de Climax. Donc dès le départ, dès la rentrée, ils sont imprégnés de la thématique. Après on a des performances régulièrement, donc que ce soit des performances sportives avec le skate, des performances artistiques avec des artistes qui vont venir peindre en direct, qui vont venir dessiner, sculpter. On a aussi des shows de danse par exemple ou de théâtre où on peut avoir du comedy club. Enfin voilà, on peut avoir différentes performances. Avec ces journées bien remplies, on aime bien aussi mettre un peu de fête et un peu de musique dans tout ça. C'est d'avoir quelques moments de concert et de relâche aussi parce que c'est important de communier après avoir pris toutes ces informations qui parfois sont... C'est sympa parce que vous utilisez quand même des thématiques qui sont d'actualité, mais vous arrivez à les transformer en quelque chose de joyeux, de vivant, de sérieux aussi parfois. Mais je veux dire, il y a cet équilibre dans les différentes activités qui permettent de garder la banane, de garder l'optimisme, et puis d'apprendre des choses, de découvrir de différentes manières. Le but, c'est que le message soit accessible à tous et à toutes. Je disais, des familles qui viennent, on a des personnes qui retrouvent, qu'on revoit. On a aussi, en fonction de la thématique, et des personnalités qui viennent, des personnes qui sont plus ou moins sensibles, et en majorité de la région. Mais on a aussi de plus en plus, alors même si c'est une plus petite part, mais on a de plus en plus des personnes qui viennent de Toulouse, de Nantes, de Paris, pour Climax. On va aller au magasin général? On va au magasin général. Ouais. Tu me disais que vous aviez 3 restaurants, oui, une boulangerie. Il y a une chocolaterie aussi sur le site. Ah non, faut pas dire ça. Et elle est excellente. On a aussi une brasserie. C'est de la torture. On a aussi une brasserie qui est une des plus grandes brasseries de Nouvelle-Aquitaine en bio. Et on a un chai urbain. D'ailleurs, ce week-end a lieu le salon Biodyssée qui met en avant les vignerons, les cidreries, les distilleries bio, essentiellement de la région, mais pas que. Alors, qui vient déguster tout ce qui se fait ici? Est-ce que c'est les Bordelais? Tout à l'heure, tu disais quand même que vous aviez 1 million de visiteurs par an. Donc, il y a les touristes, les voyageurs. Ouais. D'où ils viennent? Ah, ils viennent de partout. Moi, j'ai reçu des délégations japonaises, des délégations chinoises, des Estoniens, qui font un festival un peu dans le même esprit que Climax. On a beaucoup d'Européens, on a beaucoup d'Espagnols les week-ends, parce que l'Espagne n'étant pas très loin. Des Parisiens qui viennent en week-end, voir la famille par exemple.
Voilà, on a aussi bien des étrangers que des locaux et c'est génial parce que du coup ça se mélange. Les touristes aujourd'hui, ils ont envie de voir comment les locaux vivent. C'est partout pareil dans le monde. Hein. Quand on va dans une ville, on n'a pas envie de se retrouver à faire tous les monuments et l'histoire, c'est très important. Mais le contemporain est important aussi. Et en fait, finalement, les gens qui visitent une ville ont envie de s'imprégner un petit peu de cette ville aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un vrai succès à Darwin. Et ils repartent avec quoi? Avec du chocolat? Avec du chocolat? Non, arrête. Non, mais je veux dire, de cette expérience qui est quand même atypique, qui sort de l'ordinaire. Plutôt globalement des bons commentaires, des gens qui nous disent que ça peut même être un lieu inspirant. On l'a par exemple dans les coworking où on leur demande régulièrement est-ce que de vous installer à Darwin vous a fait prendre conscience ou vous a aidé à faire d'autres choses. Et effectivement, la plupart nous disent bah oui, en étant à Darwin, je viens plus facilement en vélo parce que du coup, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir attacher son vélo. Ou bien, je consomme moins de viande parce qu'effectivement, vous en servez moins ici. Et puis, je me rends compte que à la maison, je peux m'en passer. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, chez les touristes, c'est un peu pareil. Et les Bordelais? Ils viennent aussi. Et ils adorent ce lieu? Et ils viennent régulièrement. Il y en a beaucoup qui viennent très régulièrement ici. Ouais. Après, ça reste un lieu qui est engagé. Donc, on peut aussi ne pas plaire. Et c'est normal. Et tant mieux, parce que quand on plaît à tout le monde, on plaît à personne finalement. Donc, on reste ferme sur nos engagements. C'est toute la difficulté d'ailleurs de commercialiser ce lieu, parce que du coup, on a nos engagements qui sont importants et on préfère parfois refuser des choses plutôt que d'aller à l'encontre de ces engagements. Claire, merci beaucoup pour cette promenade au cœur de Darwin Écosystème. Et puis je te dis à bientôt et bonne continuation. Merci François. Et je reviendrai peut-être pour Climax. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en ou laissez-nous un petit commentaire ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.